À chaque fois que je viens dans cette forêt, il pleut ou il y a de l'orage. Ça évite de croiser d'autres gens et moi ça m'arrange bien. Donc là, la pluie s'est un peu levée. C'est dommage, j'aurais voulu faire de l'ASMR bushcraft pluie en forêt. Bref, c'est l'épisode 35 du podcast Nature Aventure Survie. Dans cet épisode, on va parler de carottes sauvages et de ciguës. Et si on a le temps, on répondra à la question de Jérôme sur les montres outdoor. Bonjour à tous, à l'heure où je vous parle, un fait divers assez tragique s'est déroulé en Bretagne lors d'un stage de survie. Donc 8 participants ont été intoxiqués en pensant consommer de la carotte sauvage et en réalité ils ont été empoisonnés car ils ont consommé de l'Eunanthe safranée. Je ne me permettrai pas de commenter les responsabilités de chacun, que ce soit les responsabilités des organisateurs ou des stagiaires. Je ne connais personne des deux bords et loin de moi l'idée de jouer les donneurs de leçons. De toute façon, une enquête est en cours et il y aura procès et on apprendra peut-être ce qu'il s'est réellement passé à ce moment-là. Donc, juste pour parler de ces deux plantes, je vous renvoie déjà à l'épisode que j'avais réalisé sur la nomenclature binomiale, parce que ça vous permet déjà de pointer précisément les espèces que vous voulez étudier et les espèces que vous voulez cueillir. Parce que si vous me désignez juste la carotte ou carotte sauvage, vous allez vous rendre compte qu'en fait, carotte sauvage, c'est Daucus carota. Donc Daucus, si on le prononce en latin, carota. La carotte cultivée, c'est Daucus carota, sous-espèce Sativus. Quand vous voyez marqué Sativa ou Sativus dans le nom latin, ça veut dire que c'est quelque chose de cultivé. Ensuite, il s'avère que des Daucus carota, il y en a une pléthore de sous-espèces. Donc ça peut varier selon la forme, ça peut varier notamment au niveau de la fleur. Et c'est là que c'est en fait assez difficile de faire le distinguo entre toutes les sous-espèces qui peuvent exister. Mais là, on n'est même pas dans un problème de sous-espèces, on est dans un problème d'espèces. C'est-à-dire que il y a eu méprise entre Daucus carota et Eunanthe crocata. Si c'est bien l'Eunanthe safranée. Donc là, on est quand même entre deux espèces qui sont différentes, qui ont des critères botaniques différents. Et c'est ça qui est important quand vous déterminez une espèce vivante, en particulier chez les végétaux. En botanique, vous ne pouvez faire la différence formelle entre deux espèces, ou vous ne pouvez déterminer une espèce bien précise que si vous possédez la fleur. Écoutez bien ce podcast jusqu'au bout, puisque vous allez voir qu'en fait la fleur, vous allez pouvoir vous la mettre là où je pense. Si vous n'avez pas accès à la fleur, il y a toujours des risques de confondre différentes espèces. Bref, là, je vais juste vous donner peut-être une liste en fait des critères qui pourraient vous aider à distinguer les carottes sauvages, Daucus carota, de l'Eunanthe safranée, Eunanthe crocata. Donc encore une fois, loin de moi l'idée de dire quelles sont les responsabilités au cours de ce stage de survie dont l'issue a été vraiment tragique, puisqu'un homme de 26 ans est mort. C'est juste, voilà, pour ceux qui seraient quand même tentés ou curieux de savoir comment on pourrait différencier les deux, je vous propose ces critères suivants, en essayant d'être le moins barbant possible avec des termes de botanique. Donc déjà, Daucus carota, on est d'accord, on va considérer que c'est la carotte sauvage. Eunanthe crocata, on va considérer que c'est l'Eunanthe safranée, mais on l'appelle aussi le navet du diable ou le fenouil d'eau. Alors, attention, le fenouil d'eau, vous voyez que déjà on fait appel en nom vernaculaire, en nom courant, à une plante qui est comestible, le fenouil.
Or, si vous bouffez du fenouil d'eau, le Nantes safrané, il risque de vous arriver des bricoles. Donc attention déjà aux noms vernaculaires. Par exemple, je suis allé en Italie cet été et j'ai croisé de part et d'autre du chemin 2 plantes que l'on appelle les figuiers. Et pourtant, ça n'a rien à voir, puisqu'il y avait un figuier de Barbarie qui est un cactus et le figuier commun, qu'on a l'habitude de voir, celui qui donne les figues que l'on consomme. Donc attention aux noms vernaculaires qui peuvent vous induire en erreur. En l'occurrence, si vous parlez de fenouil d'eau, on va pouvoir croire que c'est du fenouil et donc on va croire que ça se mange. Donc déjà, il y a une grosse différence entre les 2 plantes au niveau des biotopes. Les carottes sauvages, vous allez les retrouver essentiellement dans les sols secs, tassés, sablonneux. C'est pour ça que vous les voyez beaucoup dans les prairies en bord de chemin quand vous allez vous promener. Jamais vous n'allez trouver ça dans une petite vallée avec un ruisseau au beau milieu d'une forêt. Ça, c'est plutôt le biotope où va habiter le Nantes safrané. Elle aime beaucoup les milieux humides. Donc déjà, vous faites la différence entre des terrains bien exposés au soleil, donc on dit que c'est une plante héliophile ou même thermophile pour la carotte sauvage, et des terrains vraiment humides, donc plutôt sous-bois avec petits ruisseaux à côté, pour le Nantes safrané. De plus, le Nantes safrané affectionne particulièrement les sols acides, c'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup en Bretagne et au Royaume-Uni. Donc faites très attention à ça. Donc le Nantes et la carotte sauvage font toutes les 2 parties de la famille des apiacées. Apiacées, on les appelait aussi les ombellifères. Seulement, ombellifère, c'est un nom français, dérivé du français. Donc si vous parlez avec un japonais ou un américain, il ne vous comprendra pas. Donc c'est ce que je vous ai dit dans la nomenclature binomiale, c'est que désormais, on regroupe les plantes sous un nom dérivé d'une espèce bien particulière, enfin d'un genre bien particulier. En l'occurrence, le genre Apium qui regroupe les aches et les céleris, si je ne m'abuse. Donc ces 2 plantes appartiennent à la même famille, et ça c'est quelque chose que je dis toujours lorsque j'anime un stage. Volontairement, je ne présente pas ces plantes aux stagiaires, je les mets juste en garde et je leur dis qu'il y a des très bons comestibles comme la carotte sauvage, le fenouil, le céleri, etc. ou le conopode par exemple. Mais il y a aussi de redoutables toxiques comme la ciguë, la berce du Caucase, le Nantes, bref. Vous voyez le tableau. Donc toutes ces plantes se reconnaissent en particulier à leurs fleurs, enfin leurs inflorescences pour être exact, donc des regroupements de fleurs qui forment des ombelles, des espèces de parapluies ou de parasols. Et c'est vrai que d'une espèce à l'autre, si on n'a pas l'œil aiguisé, si on n'a pas l'habitude de ces critères botaniques-là, on peut tout à fait se tromper. Donc moi, très volontairement, je ne le présente pas à mes stagiaires. Ces fleurs, justement, elles sont réparties en ombelles, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de petits groupes de fleurs qui vont être ancrés à leur base par ce que l'on appelle un rayon, donc une petite tige si vous voulez, qui elle-même est rattachée à la hampe florale, donc cette grande tige qui s'élève au-dessus du sol. Et chez la carotte, l'ombelle, l'inflorescence est très groupée, elle est très tassée. Donc normalement on ne voit pas d'espace entre les différents groupes de fleurs. Et il y a plein de rayons qui partent du même point. Chez le Nantes, au contraire, on va avoir des groupes de fleurs, alors pareil, blanches, un petit peu rosées parfois, qui vont être par contre assez séparées. Donc l'ombelle là est un peu éclatée. Et lorsque je la décris, je dis souvent qu'il y a des satellites. En fait, on a l'impression de voir donc des petites boules de fleurs qui sont attachés à leurs rayons, et tous les rayons en fait sont tellement espacés que voilà, on a l'impression que les fleurs sont en orbite autour d'un point central qui est relié à la hampe florale. Faites très attention sous la fleur de carotte sauvage, alors qui elle-même, l'inflorescence est beaucoup plus plate. Faites attention, il y a également des espèces de bractées, donc comme si il y avait des feuilles réduites. On voit des petits piquants verts qui se situent juste en dessous de l'inflorescence. De même, sur l'inflorescence de carotte sauvage, souvent, on peut voir ce qu'on appelle la mouche de la carotte. C'est une fleur ou un regroupement de fleurs colorées en rose, pourpre, brun. Ce sont des fleurs stériles et elles sont au centre de l'inflorescence. Donc ça fait une petite tache qui est assez jolie. Ça permet vraiment là de dire qu'on est face à la carotte objectivement, quoi.
Chez le Nantes, donc on n'a pas ce critère-là. De toute façon, l'inflorescence est beaucoup moins tassée. Je vous l'ai dit, on a des satellites. Et si je ne m'abuse, il y a entre 15 et 30 rayons différents. Donc entre 15 et 30 groupements de fleurs différentes. Voilà, donc rien qu'avec la fleur, on peut faire la différence. Mais si vous n'avez pas la fleur, il faut vous en référer plutôt aux feuilles. Alors, chez la carotte sauvage, eh ben les feuilles ressemblent à celles de la carotte, sans déconner. Ben oui, vous avez déjà acheté des carottes avec leurs fans, donc les feuilles qui sont au-dessus. Eh bien, vous allez vraiment reconnaître les mêmes feuilles chez la carotte sauvage. Et surtout, le critère distinctif, et là vous ne pouvez pas vous planter, c'est que quand vous récoltez une de ces petites feuilles-là, qui sont surtout disposées en rosette à la base, mais que l'on retrouve également le long des tiges. Quand vous ramassez ces feuilles-là, vous allez remarquer que sur leur face supérieure, il n'y a pas de poils, sur leur face inférieure, il y a des poils. Vous froissez cette feuille, il y a une odeur de carotte. Et ça, c'est pas compliqué. Vous ramassez les feuilles qui ressemblent à celles de la carotte que vous achetez au supermarché, vous les froissez et ça doit sentir la carotte. Si ça ne sent pas la carotte ou si ça sent une odeur désagréable, c'est que vous vous êtes planté. Ce n'est pas la carotte sauvage. Donc c'est à rejeter. Chez le Nantes, les feuilles sont également très divisées. Certes, ça rappelle les divisions que l'on peut retrouver chez la carotte, mais c'est beaucoup plus étalé, beaucoup plus plat. Donc en réalité, le feuillage de le Nantes rappelle plutôt le persil plat. Et lorsque vous froissez les feuilles de le Nantes, vous avez une odeur qui est un peu désagréable ou qui peut à la limite rappeler le fenouil ou le céleri, vous savez, quelque chose de très un peu piquant au nez. Donc si ça commence à sentir un truc comme ça, déjà méfiez-vous. Si vous voulez manger de la carotte sauvage, c'est tout simple, les feuilles doivent sentir la carotte. Ensuite, vous allez vous faire chier à déterrer le tubercule, donc la racine. Chez la carotte sauvage, en général, il n'y a qu'un tubercule. Il n'y a qu'une racine qui va accumuler des réserves et qui va se charger en amidon et qui va grossir. Il peut arriver parfois que ce tubercule soit bifide, qu'il y ait deux morceaux qui partent. Ça dépend si dans le sol elle rencontre par exemple un caillou ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà, là vous avez vraiment un seul tubercule, plutôt coloré en blanc. La carotte orange, c'est vraiment celle qu'on a cherché à cultiver. Et vous savez que dans les carottes anciennes, il y a tout un tas de couleurs. Il y a des pourpres, il y a des blanches, il y a un peu de tout. Mais voilà, celle que vous allez trouver en tant que carotte sauvage dans la nature, le plus souvent, est colorée en blanc. La chair est blanche, le parenchyme, la peau, si vous voulez, du tubercule est un peu grisâtre, forcément avec une couleur de terre. Et pareil, lorsque vous coupez, ça doit sentir la carotte. Il n'y a pas de liquide qui s'en extrait. Si vous déterrez de le Nantes, par contre, vous allez vous retrouver avec plein de petits tubercules, donc vraiment des tubercules digités. Un groupement de petits, comme des doigts, si vous voulez. Mais en général, ça ne forme pas un seul tubercule. Donc vous allez avoir ce groupement de tubercules racinaires et eux, lorsque vous les coupez, il y a un liquide jaunâtre qui a tendance à s'oxyder en étant exposé à l'air et qui va virer au brun. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a un liquide un peu épais qui commence à s'écouler de ce que vous avez ramassé. Dites-vous que dès qu'il y a du latex dans l'histoire, dès qu'il y a un suc un peu épais, il faut se méfier, il faut abandonner, un exemple, la chélidoine par exemple, qui permet de soigner les verrues. Alors on n'est pas dans la même famille du tout, mais elle extrait un suc, donc un latex qui est coloré en jaune. Pareil, c'est quelque chose de très toxique. Chez le pissenlit, la toxicité est beaucoup moindre, mais par contre le latex est vraiment désagréable à manger, il est très amer. Bref, j'en reste à mon critère de base, c'est que si les feuilles ne sentent pas la carotte, vous n'avez pas la carotte sauvage entre les mains. Pareil pour les tubercules, si vous en trouvez plusieurs, s'il y a un suc qui s'en extrait, méfiez-vous. Donc à ne pas consommer. Et bien sûr, si vous avez le moindre doute, je dis toujours, dans le doute, trace ta route. Donc vous laissez tomber, mieux vous rentrer à la maison entier et se dire zut, j'ai dû rater une carotte sauvage, que de le regretter, comme ça a pu se passer. Si vous voulez vous le faire rentrer dans le crâne, ce proverbe-là, il y a également la version truc inconnu, touche à ton cul. C'est moins élégant, mais parfois les gens préfèrent.
Alors enfin, pour conclure, donc souvenons-nous que la carotte sauvage, déjà ses inflorescences sont très différentes, elle est couverte de poils au niveau de la rampe florale, au niveau de la tige. Ses feuilles ressemblent à celles de la carotte, sentent la carotte. Il y a un tubercule principal qui est blanc. Alors ne vous attendez pas non plus à déterrer des carottes comme vous en trouvez au supermarché. Ces carottes sauvages n'ont pas connu l'engrais, donc elles sont généralement de taille modeste. Et faites attention, donc chez les onantes, il y a aussi plusieurs espèces. Onante crocata, l'onante safranée n'en est qu'une. Il y a l'onante aquatique et il y en a plein d'autres. Donc voilà, si vous n'avez pas des compétences botaniques suffisamment poussées pour pouvoir déterminer différentes plantes, n'essayez pas de les manger. Soyez raisonnable. Puisque vous m'avez écouté jusqu'ici, je vais vous donner en plus un petit truc qui va vous faire bien rigoler. C'est que si vous voulez bouffer de la carotte sauvage, eh bien, donc je vous ai dit que le plus simple pour le déterminer, c'est de faire appel à son inflorescence, à ses fleurs. Ouais, mais le problème, c'est que si vous la mangez alors qu'il y a ces fleurs de développer, ben, vous n'allez pas avoir grand-chose à vous mettre sous la dent, et la carotte va être ligneuse et il va y avoir rien à bouffer. Posez-vous la question, vous avez déjà mangé des carottes en les achetant au supermarché avec leurs feuilles et tout, il y avait des fleurs avec ? Il n'y avait pas d'inflorescence. La carotte, comme le Nantes d'ailleurs, a son cycle sur 2 années. On va dire que la première année, la plante, tout ce qu'elle fait, c'est grandir, développer des feuilles et stocker des réserves dans son tubercule. C'est ça qui va former la carotte, ou c'est ça qui va former les tubercules de l'onante. Et la deuxième année, la plante va entrer en floraison. Et pour former sa fleur, et pour redémarrer après l'hiver, elle va avoir besoin de puiser dans les réserves qui sont sous le sol. C'est pourquoi si vous ramassez une carotte sauvage, ou si vous ramassez de l'onante, si vous ramassez du conopode, lorsque la plante est fleurie, vous allez forcément tomber sur quelque chose de très dur, d'un peu lignifié, et surtout de pauvre en réserve. Donc vous perdez tout un temps. Petit problème de batterie. Donc je disais que si vous ramassez la carotte sauvage lorsque elle est en fleur, vous allez vous retrouver avec un tubercule dont les réserves ont déjà été épuisées par la plante. C'est pareil pour le conopode. Donc en fait, toute la difficulté, et c'est là que ça devient vraiment, vraiment difficile, c'est qu'il faut apprendre à identifier ces plantes-là alors qu'elles n'ont même pas leurs fleurs. Il faut apprendre à les reconnaître sur la base de leur feuillage. Et ça demande quand même un certain coup d'œil et une certaine expérience. Donc le seul conseil que je peux vous donner, si vraiment vous voulez vous intéresser à la carotte sauvage, c'est apprenez à reconnaître ses feuilles, et surtout, si les feuilles n'ont pas l'odeur de la carotte, c'est que vous n'avez pas de la carotte sauvage entre les mains, très probablement. Donc méfiance. Autre petit conseil, si vous voulez vraiment vous tourner vers les plantes sauvages, je pense qu'il est important de commencer, même peut-être avant d'essayer de consommer quoi que ce soit, il vaut mieux commencer à apprendre à reconnaître toutes les plantes toxiques et mortelles que l'on peut trouver en France. C'est un vaste programme, mais je pense que c'est nécessaire. Donc bien sûr, on ne consomme pas ce que l'on n'a pas formellement identifié, et dans le doute, vous prenez des photos et vous demandez à des gens qui s'y connaissent. Méfiez-vous des groupes Facebook et des forums où n'importe qui peut donner son avis, souvent avec des résultats vraiment déplorables et des mauvaises identifications. Méfiez-vous aussi des applications mobiles, je pense notamment à PlanteNet, qui est un logiciel en fait collaboratif, c'est-à-dire que n'importe qui peut prendre une photo, n'importe qui peut déterminer une plante comme étant ce qu'il a pris en photo. Du coup, en fait, vous vous retrouvez avec des données complètement faussées. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis en train de retester l'application pour voir ce que ça vaut vraiment. Et excusez-moi, mais ça va vous donner en fait une liste de probabilités, si vous voulez. Et j'ai pris quelques plantes toxiques comme la digitale en photo, et les premiers trucs qu'on me propose, le problème c'est que ce sont des plantes comestibles parfois, comme la consoude. Donc méfiance avec ça. Si vous voulez vous former à la botanique, rien ne remplace quelqu'un de compétent sur le terrain, donc rapprochez-vous des cercles de botanique. Il y a toujours des associations de botanique ou de mycologistes, c'est pareil avec les champignons, dans les différentes régions en France. Donc c'est le seul conseil que je peux vous donner, rapprochez-vous de personnes vraiment compétentes pour apprendre à identifier les plantes. Donc encore une fois, j'ai pas tenu ces propos-là pour jeter la pierre à qui que ce soit, organisateur ou stagiaire de ce stage de survie, c'est vraiment une tragédie. Le pauvre garçon avait 26 ans et c'est pas une façon de finir. C'est vraiment malheureux. Mais
chaque année, des personnes s'empoisonnent en pensant consommer des plantes sauvages et ils se trompent. Et voilà, des fois c'est relativement grave, mais des fois c'est vraiment mortel et c'est tragique. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais allez, on va terminer par une question. Question de Jérôme. Allez, voilà. Alors, bonjour Alban, quelle montre me conseilleriez-vous en rando bushcraft? En connaissez-vous une pas trop chère, surtout solaire? Merci pour votre réponse, bien à vous. Eh bien Jérôme, alors, là on parle de matos, on est d'accord. Depuis 2012, 8 ans, je me trimballe normalement dans les bois en bivouac avec une G-Shock. Donc c'est une montre qui fonctionne avec une pile, une montre digitale avec des aiguilles quand même, donc un peu analogique, avec un éclairage dessus. C'est ultra résistant et voilà, depuis 8 ans, je voyage autour du monde avec, je me baigne dans les océans, je vais en forêt, etc. Je n'ai jamais eu un seul problème. Je l'avais payé 40 ou 60 euros à l'époque et voilà, c'est un très bon investissement. Ensuite, pour des histoires de montres rando, alors là on parle vraiment de montres outdoor. J'ai regardé un petit peu moi ce qui se faisait sur le marché là, ces derniers temps, juste pour voir s'il y avait quelque chose d'abordable et de cohérent. Méfiance avec certaines montres connectées, j'en ai acheté une justement pour réaliser un test que vous pourrez retrouver dans Outdoor Magazine. Je ne citerai pas la marque parce que c'est de la merde et j'ai pas envie de leur faire de la pub. Cette montre outdoor, soi-disant, donc clairement le design est copié sur les G-Shock, donc vous avez un écran tactile et en fait elle ne remplit pas plus d'autres fonctions qu'un simple bracelet connecté, donc tracker d'activité. Quand vous allez courir par exemple, ça vous suit avec le GPS. Vous pouvez soi-disant aller nager avec pareil le suivi GPS, mais en fait dès que vous mettez la montre sous l'eau, elle perd le GPS, donc ça sert à rien. Ça suit le rythme cardiaque, ça vous avertit dès que vous recevez une notification sur votre portable, donc ça me cassait les pieds, je l'ai désactivé. Bref, bon, c'est prétendument outdoor, mais moi vraiment ce qui a été déterminant dans le fait de dire que c'est de la merde, c'est que vous pouvez partir en rando et activer le GPS. Ok, très bien, ça vous dessine une jolie trace, mais vous n'avez pas la cartographie. Ensuite, une fois que vous avez fini votre rando, vous ne pouvez pas exporter votre trace. Vous ne pouvez pas exporter un fichier GPX. Donc en fait, ça ne sert à rien. Inversement, vous ne pouvez pas importer un fichier GPX pour avoir une trace à suivre. Donc des waypoints par exemple, avec, je ne sais pas, une simple interface qui permettrait d'avoir une flèche pour vous dire, là vous tournez à gauche, tournez à droite, quoi. Donc en fait, ça c'est pas du tout une montre outdoor faite pour la randonnée, c'est juste un tracker d'activité déguisé en montre. Donc c'est naze. En même temps, ça coûtait pas très cher. Ensuite, si vous montez un petit peu en gamme, vous allez trouver des montres connectées avec une cartographie intégrée. Vous allez trouver des waypoints. Vous allez trouver plein de trucs. Il y a la Garmin Instinct qui est vraiment pas mal, je crois, de ce côté-là. De chez Suunto également. Chez Casio, je crois que c'est les trackers que ça s'appelle. Bref, il y a vraiment de nos jours là, il y a vraiment une pléthore. Ils ont senti le filon là, les constructeurs de montres. Donc en général, ce sont des montres connectées avec écran tactile et donc plus ou moins de fonctionnalités dessus. Le seul souci, c'est que ces bidules-là, il faut les recharger constamment. Il faut les recharger en gros tous les 10 jours. Et ça, pour moi, c'est totalement aberrant. Pour moi, une montre outdoor, elle doit être robuste et elle doit tenir dans le temps. Donc ma G-Shock, par exemple, je ne change la pile que tous les 2 ou 3 ans peut-être. Et encore. Donc il faut quelque chose qui tienne dans le temps, qui soit robuste, qui soit submersible. Pour moi, c'est ça les critères d'une bonne montre rando bushcraft. Ensuite, certaines personnes se tournent vers les montres solaires. C'est vrai que ça peut être intéressant, ça, parce que ça vous dispense de changer les piles. Je crois, si je ne m'abuse, que ces montres solaires proposent en plus une fonctionnalité qui me paraît moi essentielle, c'est l'éclairage. Parce que quand vous êtes en pleine nuit et que vous n'avez pas votre frontal sous les mains et tout, c'est quand même bien pratique d'avoir la montre qui s'éclaire immédiatement. Voilà, donc les solaires de chez G-Shock, franchement, elles sont pas mal. C'est juste que le design, moi, je le trouve dégueulasse. Donc c'est pour ça que... Et puis la mienne fonctionne encore, donc je vois pas pourquoi j'en changerais. Et puis il y a aussi la question des montres automatiques, puisque celles-là n'ont pas besoin de piles, donc ça fonctionne uniquement avec les mouvements du poignet.
C'est intéressant, mais moi j'aurais vraiment peur de l'abîmer en bâtonnant, en donnant des coups de hache, en tombant, parce qu'en général ce sont des montres en plus qui valent assez cher, enfin relativement cher. Et surtout le critère moi qui fait que je n'en achèterai pas, c'est que vu que c'est automatique, c'est un mouvement uniquement mécanique. Et en général il n'y a pas d'éclairage. Je ne vous parle pas de phosphorescence, je vous parle bien d'éclairage. Donc là dernièrement je me balade juste avec une petite montre pas cher de chez Timex où il y a un chronographe dessus et puis le petit éclairage qui va, voilà, c'est très bien, c'est une montre qui est pas chère et ça me permet, il y a des aiguilles, ah oui il faut savoir dire l'heure avec les aiguilles, excusez-moi, et voilà, ça permet de faire tout sans avoir peur de l'abîmer ou quoi que ce soit, et en plus ça se recharge pas souvent, donc c'est, voilà, on change pas la pile souvent, c'est juste parfait, je peux nager avec, je peux prendre ma douche, je peux aller dans les bois. Je la porte à l'intérieur du poignet lorsque je suis dans les bois pour éviter de me cogner aux arbres, etc. Parce que je suis quelqu'un de très maladroit sur ce côté-là. Et par contre, dans la vie de tous les jours, je la porte à l'extérieur du poignet. Et j'apprécie bien le petit bracelet en nylon de type OTAN. Bref, je fais pas de la pub pour Timex, je l'ai acheté cette montre et j'ai pas touché d'argent pour ça. C'est juste que je l'aime bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que je ne vous ai pas flingué le moral. Et je vais poursuivre ma balade pour trouver des champignons. J'ai déjà trouvé des trucs très rigolos. J'espère que je vais quand même ramener des choses à manger. Que dire. Merci à tous pour les messages que vous m'envoyez, pour vos questions. C'est toujours agréable. Vous pouvez m'envoyer des questions sur Instagram. Je vous rappelle que le profil c'est @albancambe. Par mail en passant par mon site internet. L'adresse c'est contact@albancambe.com. Et sur Anchor, vous allez sur mon profil public, vous pouvez me laisser un message vocal. Il vous suffit d'utiliser un smartphone ou le micro de votre PC. Et voilà, ça pourrait être un peu plus sympa pour animer le podcast. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions, mettez des pouces bleus, inscrivez-vous à la chaîne, mettez la cloche, mettez des commentaires, etc. C'est comme ça que ça marche. Bref, allez, bonne journée et bon bushcraft à tous.